Bienvenue à tous. Donc, l'association EVA qui s'occupe des questions donc de bientraitance, de droits humains, lutte contre les violences sexuelles, lutte contre les abus spirituels, les violences psychologiques, les phénomènes d'emprise, les phénomènes sectaires, donc tout ce qui est violence psychologique et les violences sexuelles, ça fait partie des sujets qui nous préoccupent, qui nous intéressent. Environ tous les mois, on fait une réunion de ce type, enfin une dizaine de fois par an. Et voilà, ça fait partie d'un peu des 4 domaines d'activité de l'association EVA. On a l'accompagnement psychosocial personnalisé, on a des sessions de prévention et de formation qui sont animées par Sabine, notre vice-présidente, qui est psychologue. On a aussi toute une partie études et publications. On a publié 23 articles dans l'hebdomadaire Goliath et aussi des publications sur Facebook. Hein, donc, et un 4e domaine d'activité qui est l'éducation populaire. Et d'où la soirée de ce soir. Alors, je vais vous présenter brièvement notre invité. Donc, merci Rémi Bénichou d'avoir accepté notre invitation, d'avoir passé du temps à préparer la réunion. On a échangé au téléphone. Et alors, pour vous présenter très succinctement, donc vous avez un CV très, très rempli. Vous avez une formation initiale dans le cinéma, l'audiovisuel, mais aussi vous avez fait l'Institut des Sciences Po, quoi, Institut d'études politiques de Grenoble. Donc, vous avez un cursus donc de culture générale, de compréhension du monde contemporain de la société et aussi d'audiovisuel, ce qui vous a permis de faire plein de choses, des films, des vidéos, alors parfois même des vidéos d'art aussi, mais vous avez fait des films, vous avez été auteur dramatique, vous avez été scénariste, vous avez fait des courts-métrages, des longs-métrages documentaires. Alors, je vais retenir juste 3 choses. Vous avez eu le Grand Prix du Festival du film humaniste en 2021 pour votre documentaire sur la grève des mineurs de 1963. Il y avait 200 000 grévistes en 63 qui ont obtenu de Pompidou un certain nombre d'avantages sociaux. Donc, c'est un De événement De Gaulle. méconnu. Comment? De Gaulle. De Gaulle, ouais, de Gaulle. Pompidou était Premier ministre. Oui, pardon, ouais, c'était De Gaulle, ouais, en 63. Donc, ça s'appelle Grève des mineurs de 1963. Merci, papa. Donc ça, c'était en 2019. Vous avez fait un certain nombre de documentaires sur des sujets très intéressants liés à la politique, mais je retiens aussi le documentaire que vous avez fait sur le célibat des prêtres, le calvaire de l'Église, en co-réalisation, donc un long métrage qui a été diffusé sur Arte. Et puis enfin, et c'est pour ça qu'on vous a invité, vous avez co-réalisé avec XL de la Porte, j'espère que j'écorche pas son nom, donc le documentaire qui s'appelle Les enfants martyrs de Riaumont, Les enfants martyrs de Riaumont, dont on a déjà diffusé à plusieurs reprises dans notre réseau de membres, soutiens et amis de l'association EVA, le lien de visionnage. Il est encore visible sur on peut y accéder gratuitement et librement. Ça doit être sur le site d'Arte. Enfin, en tout cas, vous cliquez sur le lien que j'ai envoyé à plusieurs reprises, que je vous ai envoyé par mail, et vous accédez à ce film qui est extrêmement bien réalisé et tout à fait saisissant. Alors ensuite, avant de vous laisser la parole, je voudrais préciser de quoi il s'agit. Donc la Sainte-Croix de Riaumont, c'est un établissement assez grand qui se trouve à Liévin, dans la banlieue de Lens. C'est une sorte ça se veut un peu comme une citadelle du scoutisme. Ça a été créé en 1960 et c'est un lieu qui est à la fois un monastère, mais pas très contemplatif, c'est-à-dire que les prêtres et les frères qui animent les lieux sont des moines, mais c'est plutôt des moines actifs que des moines, disons, qui vivent coupés de la société et dans la prière, des moines hyperactifs, on pourrait dire. Donc ce sont des bénédictins, mais on pourrait dire quand même un peu des pseudo-bénédictins, puisque c'est pas très contemplatif. Donc des bénédictins. Et ces bénédictins-là, ils ont la particularité d'être à la fois des catholiques traditionnalistes, catholiques, donc je vais expliquer ce que c'est tout de suite, là, dans un instant, et aussi d'avoir une spiritualité qui est le scoutisme. Donc, c'est à la fois donc, des bénédictins hyperactifs, des catholiques intégristes ou traditionnalistes, et aussi des personnes qui sont de spiritualité scout. Mais de quel type de scoutisme s'agit-il? Il s'agit du scoutisme du début du siècle, enfin du XXe siècle. Le scoutisme qui a été inventé par le père Sevin dans les années 20, et avec
avec une variante militariste très très prononcée. Vous savez que dans le scoutisme, moi mon fils a été scout chez les Scouts de France, c'était quand il était petit, pendant 6-7 ans, c'était disons du scoutisme baba cool, sympathique, éducation, euh, voilà, vraiment tout ce qu'il y a de plus sympa, alors que vous pouvez monter après ou descendre, on pourrait dire, dans les fins fonds de l'intégrisme catholique en constatant il y a des groupes scouts où la discipline, la dureté, les valeurs d'abnégation, de résistance à la souffrance, à l'effort, d'obéissance au chef, on pourrait dire le militarisme est très très prononcé dans des groupes scouts qui sont, on pourrait dire, classés à l'extrême droite, si on veut avoir une grille de lecture politique, ou en tout cas dans le catholicisme intégriste, si on veut avoir une grille de lecture liée à la religion. Alors, donc, c'est ça la Sainte-Croix de Riaumont. Donc, un grand établissement qui se veut une citadelle scout dans lequel il y a des moines hyperactifs. Ils sont catholiques traditionnalistes et ils pratiquent une activité pédagogique de scoutisme très militariste. Alors, peut-être préciser aussi que, par exemple, c'est le seul monument aux morts des scouts morts pendant la Première Guerre mondiale qui a été construit là-bas. C'est un lieu où il y a vraiment des installations pour les activités scouts qui sont assez spectaculaires. C'est quelque chose de tout à fait singulier. Et enfin, vous dire un petit mot avant de laisser la parole à Rami Benichou, qui pourra d'ailleurs corriger les inexactitudes éventuelles que j'aurais Non, pour formulées. l'instant, tout va bien. Donc, pour vous dire, qu'est-ce que c'est que le catholicisme traditionnaliste? Alors, en fait, le catholicisme, c'est une religion qui a été, pour faire vite, réformée dans les années 60, à partir du moment où il y a eu un concile qui a été organisé de 1962 à 1965, le concile Vatican II, un concile universel, hein, c'est-à-dire la réunion de tous les évêques du monde au Vatican pendant 3 ans. Donc, de 1962 à 1965, il y a eu un concile qui a adopté beaucoup de textes et de décisions impliquant des changements dans l'Église, de sorte on pourrait faire vite en disant réconcilier l'Église catholique avec la société moderne, réconcilier l'Église catholique avec les autres religions, arrêter l'anti-judaïsme, antisémitisme, euh, euh, essayer d'adopter des attitudes un peu plus démocratiques dans le gouvernement de l'Église et commencer à penser une théologie de la tolérance et de la liberté, quoi, tout en haut du magistère de l'Église. Donc ça, c'est le Concile Vatican II. Donc ça s'est passé entre 1962 et 1965. Et après, il y a eu des réformes qui ont suivi. Les ordres religieux se sont réformés, les séminaires, etc. Il y a eu des grands changements, et notamment des changements liturgiques, hein, et dans la façon d'enseigner le catholicisme, dans la façon de vivre le catholicisme, et aussi dans la liturgie. Donc souvent, le marqueur entre ceux qui sont... voilà, le marqueur, c'est le changement de la messe. Et donc, les catholiques traditionnalistes, ce sont des gens qui soit critiquent fortement les réformes qui ont été, euh, qui ont été adoptées dans les années 60 au cours du Concile Vatican II et des réformes qui ont suivi, soit ce sont des gens qui sont carrément contre le Concile Vatican II, estimant qu'il est abominable, etc. Donc, le catholicisme traditionnaliste, qu'on appelle aussi intégriste, il a plusieurs nuances. Vous en avez certains qui sont dans l'Église catholique et reconnus plus ou moins. Ils ont passé un accord avec les autorités officielles de l'Église catholique, et puis vous en avez d'autres qui sont complètement en dehors. Donc ceux qui sont complètement en dehors, bah, c'est, vous savez, les disciples de Monseigneur Lefebvre, c'est très connu, ce qu'on appelle aussi les sédévacantistes, ceux qui disent qu'il n'y a plus de pape. Mais donc vous avez différentes nuances dans le mouvement catholique traditionnaliste entre des gens qui sont plus ou moins reconnus, mais en général ils sont entre deux eaux, personne n'est parfaitement reconnu dans le milieu catholique traditionnaliste, et jusqu'à des gens qui sont totalement en rupture. Donc le catholicisme traditionnaliste, souvent on le reconnaît parce que les prêtres qui sont en soutane, ils pratiquent les anciennes disciplines, l'ancienne façon d'être chrétien, d'être catholique, et notamment le marqueur, bah, c'est la messe en latin avec du grégorien, avec des ornements, etc. Ça c'est le marqueur des catholiques traditionnalistes, le fait d'avoir gardé l'ancienne messe avant la réforme de 1969.
Ensuite, on peut rajouter que les catholiques traditionnalistes et intégristes, c'est pas simplement des catholiques qui n'ont pas suivi les réformes du Concile Vatican II et des années qui ont suivi. C'est pas simplement des prêtres, on pourrait dire, qui se sont arrêtés en 1962. Ce qui les caractérise, c'est aussi qu'ils ont une mentalité droitière, comme disait le cardinal Yves Congar, voire une mentalité extrême droitière. C'est-à-dire que c'est très rare de trouver des catholiques traditionnalistes qui ne sont pas farouchement opposés aux droits humains, aux droits de l'homme, à la Révolution française, à la démocratie, à la République. En général, ils sont catholiques royalistes, ils sont pour une monarchie chrétienne de droit divin, et ils baignent dans un milieu d'extrême droite idéologique, pas forcément fasciste et nazi, plutôt royaliste, maurassien éventuellement, ou en tout cas anti-révolutionnaire de type catholique. Et enfin, pour les caractériser, le catholicisme traditionnel, c'est certes le catholicisme qui s'est arrêté en 1962, peut-on dire. C'est aussi, comme je viens de le dire, une mentalité extrême droitière royaliste, mais c'est enfin le complotisme. C'est-à-dire que tous les catholiques traditionnalistes sont complotistes, peu ou prou. Le complotisme est très fort. C'est-à-dire chez les catholiques traditionnalistes, il y a l'idée que ce sont les francs-maçons, voire les juifs, qui gouvernent la société. Ils ont une vision complotiste de l'histoire, du monde. Il y a des gens fort mal intentionnés dans la société qui veulent détruire l'Église catholique de toujours. C'est ça la vision que le catholique traditionnaliste a du monde. Alors c'est plus ou moins fort. Vous en avez qui sont extrêmement complotistes, vous en avez qui sont modérément complotistes. Mais un catholique traditionnaliste, en général, il est complotiste. Il est persuadé qu'il y a des instances très mal intentionnées, occultes, infâmes, souvent c'est la franc-maçonnerie, qui est la véritable clé d'explication de la modernité, de la sécularisation et des progrès, enfin de ce que d'autres considèrent comme étant des progrès sociétaux, humains dans la société. Eux, ils considèrent ça comme étant plutôt le fruit d'un complot fort mal intentionné à l'égard de l'Église catholique et du catholicisme, voire satanique, quoi. Voilà un peu comment on peut résumer ce qu'est la Sainte-Croix de Griaumont, le catholicisme traditionnaliste et le sens que l'on a, le sens qu'a pour nous le fait de vous avoir, Rémi Bénichou, de vous avoir comme invité pour nous parler un petit peu de Riaumont, de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez observé. Et donc, je vous laisse la parole. Ok, merci. Alors, je vais commencer déjà par rendre à César ce qui appartient à César, c'est que l'enquête sur Riomont, la première enquête, l'enquête primaire sur la découverte de ce qui paraît incroyable, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est une journaliste qui s'appelle Ixchel de la Porte, qui en a tiré un livre qui nous a servi pour faire le documentaire. Donc c'est ce livre qui est publié aux éditions du Rouergue et qui est un travail assez colossal qu'elle a réalisé. Et donc, c'est à partir de ce livre on a tiré le documentaire donc, de 60 minutes qu'on a fait sur Riomont. Ce livre, pour elle, cette enquête, elle a commencé par l'affaire Vincent Lambert. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'affaire Vincent Lambert. Donc, c'est l'histoire de ce jeune, enfin ce jeune, je ne sais plus quel âge il avait, qui a eu un grave accident de voiture, qui était dans un état végétatif. Et il y a eu tout un conflit pendant plus de 10 ans entre sa mère, qui était justement de la mouvance catholique intégriste, et sa femme et les médecins qui voulaient le débrancher parce il était dans un état végétatif, et donc il n'y avait aucune chance de le sauver. Donc ça a duré, oui, plus de 10 ans. Il y a eu des procès, des contre-procès, des appels. C'est monté à la Cour européenne de justice. Et en fait, ce pauvre Vincent Lambert, avant d'avoir son accident de voiture, a été violé par un des prêtres qui sévissait à Riomont. Je ne donnerai pas de nom parce qu'il n'y a pas eu de condamnation formelle des gens qui sont accusés. Donc, selon la terminologie juridique classique, ils sont présumés innocents, mais on peut dire qu'ils sont présumés coupables aussi, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils sont coupables. Voilà, donc je ne donnerai pas de nom. Mais en tout cas, elle a eu, après avoir fait ce livre, elle a rencontré une autre personne qui était enfant à Riomont, également témoin de sévices sexuels. Et c'est à partir de là qu'elle a découvert l'histoire et qu'elle est tombée devant un abîme vertigineux, quoi. C'est-à-dire
Elle a commencé, enfin, comme quand on fait une enquête, on commence à tirer la pelote, à rencontrer des gens, à sympathiser avec des gens et à se demander, mais c'est vrai ce que j'entends, enfin, la première réaction, c'est pas possible. Surtout que donc cette institution, elle est née en 1960. Elle a été créée par le père Albert Revet, qui était donc un prêtre extrêmement sensible au scoutisme. Et c'est pas anecdotique de le dire, c'est une espèce de troisième ligne de rugby. Il fait 1,90 m. C'est une armoire à glace et donc il impressionnait énormément les enfants. Et donc, ce prêtre qui était bien implanté dans le nord, donc dans la région de Lens, Liévin, qui est donc le cœur du bassin minier, euh, avait beaucoup de réseaux dans la notabilité locale. Et donc, à cette époque-là, un curé, c'est quand même quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un qui porte la morale, l'éthique, une certaine rigueur. Et quand il dit qu'il a envie de créer un lieu pour accueillir les enfants euh, dans une région qui, malgré le développement de la mine, reste très marquée économiquement, avec des familles, des fratries très nombreuses et des problèmes sociaux énormes, des problèmes d'alcoolisme gigantesques. Donc il y a beaucoup de maltraitance dans les familles, il y a beaucoup d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Euh, la conséquence de ça, c'est qu'il y a un peu de délinquance, enfin, comme il y en a partout, mais là, il y en a aussi. Et donc, comme on est en 1956-57, c'est les prémices de Riomont, il y a un prêtre qui se propose de s'occuper de ce que la société n'arrive pas à s'occuper. Et ben, il est accueilli à bras ouverts et donc rapidement, il va créer donc un foyer de semi-liberté. Il va avoir, je passe assez rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas en 1960, il crée un foyer de semi-liberté, donc qui est habilité par le ministère de la Justice pour accueillir des enfants prédélinquants ou délinquants. Et il est aussi habilité éducation surveillée, donc non, pardon, excusez-moi, protection de l'enfance, donc par la DAS, ce qu'on appelle l'ASE aujourd'hui, mais la DAS, donc la Direction départementale des affaires sociales, donc pour accueillir tous les enfants qui sont maltraités par leur famille et qui sont en déshérence et donc qui ont besoin d'aide. Il est aidé également par les houlières du Nord qui lui vendent pour une bouchée de pain le terrain qui va accueillir Riomont. Et il est aussi aidé par beaucoup d'entrepreneurs locaux ce qui va lui permettre de rapidement de bâtir des bâtiments. Et donc il y a deux types de bâtiments. Il y a des bâtiments qui rappellent le Moyen Âge. Donc il y a un fort désir esthétique d'en mettre plein la vue aux enfants, à eux-mêmes, et de s'inscrire dans une lignée qui est celle des croisades, en gros. Donc on est bien dans ce que Philippe décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire le catholicisme traditionnaliste, un catholicisme qui puise ses racines très 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 loin dans le temps. Voilà pour le démarrage. Et donc Riomont, c'est ça qui est stupéfiant. Ça a duré 59 ans. C'est-à-dire que ça a ouvert en 1960 et ça a fermé, à peu près fermé en 2019. Donc dans cette période, il y a trois époques. Il y a une première époque qui est donc ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire le foyer éducatif, ministère de la Justice, ministère des Affaires sociales, donc avec des enfants qui sont accueillis avec des prix de journée, ce qui permet de financer le lieu. Alors ça dure en gros 20 ans, parce que bon, la fin de l'habilitation, c'est 1982, mais en fait, le début de la fin, on peut dire, c'est 1979. Pendant 3 ans, il y a 3 juges d'instruction, des juges pour enfants, qui sont nommés à Béthune et qui débarquent là et qui tombent de leur chaise quand ils voient la situation. Et donc, elles vont se battre pour faire fermer ce lieu. Donc, il y a une des juges qui est témoin dans notre film.
Et c'est grâce à elles, comme par hasard, ces 3 jeunes femmes, que la préfecture va fermer en 1982. Alors, on ne peut pas l'affirmer formellement si on veut être rigoureux d'un point de vue journalistique ou de sciences sociales, que c'est le changement de gouvernement de 81 qui a fait basculer les choses. Mais enfin, en tout cas, le préfet qui ferme en 82, c'est pas celui qui est là avant 81 et qui était parfaitement au courant de tout ce qui se passait avant. Donc, bon, voilà, je vous laisse ça à votre réflexion. Je fais d'abord un petit passage très rapide avant de rentrer dans les époques. La deuxième période, elle est beaucoup plus floue, beaucoup plus courte. Elle dure de 82 en gros à 89. C'est une période où normalement ça devrait être fermé, mais c'est pas fermé. Euh, L'essentiel des enfants qui sont là, ce sont des enfants du sud-est asiatique qui étaient arrivés juste avant 79 par là et qui bénéficient du soutien d'associations, euh, de- d'associations d'amitié entre le sud-est asiatique et la France, donc des associations tenues par les militaires qui ont fait l'Indochine. Et ces enfants qui ne sont pas orphelins pour la plupart, ont été placés là dans des conditions un peu louches, on sait pas trop, mais en tout cas, il y a un gros soutien, notamment d'un préfet des Hautes-Pyrénées qui soutient Riomont très fort. Et donc, ces 22 enfants restent à Riomont, alors que l'habilitation a été retirée. Non seulement ils restent à Riomont, mais ils bénéficient encore du prix de journée de la DAS, ce qui paraît incroyable. C'est-à-dire que ce lieu n'a plus d'habilitation, mais la DAS continue à financer des enfants qui sont placés là. Et l'autre contingent d'enfants, ce sont des enfants qui sont placés là par leurs parents pour raisons idéologiques. Donc, c'est des familles qui croient en l'éducation, entre guillemets, du père Revé, donc en éducation paramilitaire, pour faire vite, je vous détaillerai un peu plus après, et qui sont là. Et donc, cette situation-là, et le troisième élément, c'est les scouts. Les scouts qui étaient là depuis le début, mais là, ça devient encore plus important puisque il y a moins d'enfants soutenus par les prix de journée du ministère de la Justice et du ministère des Affaires sociales. Ils étaient environ une centaine par an en permanence à être là à Riomont. Donc ça faisait quand même des sommes assez conséquentes. Et donc ça dure jusqu'en 89, cette période un peu floue. Et en 89, Riomont réussit à se faire habiliter école hors contrat par le rectorat de Lille. Et à partir de là, de 89 à 2019, le Riomont va accueillir de nouveau beaucoup plus d'enfants qui vont être placés par des gens qui croient en cette éducation, donc des parents qui... Alors souvent, c'est des enfants qui ont déjà fait pas mal d'écoles avant, soit des écoles publiques, soit déjà des écoles religieuses, mais où ça s'est pas bien passé, ils ont été virés pour des raisons de discipline ou parce que ils ont refusé de se soumettre et donc ils arrivent là. Et donc là, c'est une période qui est encore plus difficile pour les enfants parce que dans cette période-là, ils ne sortent quasiment plus. Ils sont à résidence parce que dans la première période, comme je vais vous le dire, les enfants allaient à l'école publique. Ceux qui étaient petits, ils allaient à l'école primaire. Et ceux qui étaient un peu plus grands, ils allaient au collège public de Liévin. Donc, ils avaient des moments de sortie. Et ça a son importance puisque les gens qui ont dénoncé la situation, c'est des gens qui étaient notamment des enseignants qui ont alerté. Voilà donc en gros le panorama. Dans la première période, on a donc un mélange d'enfants qui sont donc à la fois des enfants qui sont déjà en grande difficulté parce qu'ils sont en maltraitance familiale, où ils ont déjà, pour certains, subi
des agressions sexuelles, ont été frappés par leurs parents, ou simplement livrés à eux-mêmes, des enfants avec des parents qui n'arrivent pas à s'occuper d'eux parce que socialement ils n'y arrivent pas, parce que financièrement ils n'y arrivent pas, parce que moralement ils n'y arrivent pas. Donc il y a cette partie d'enfants, et puis il y a des enfants qui ont été placés par des juges pour enfants dans le cadre de procédures judiciaires d'enfants qui ont commis des petits délits ou des délits un peu plus importants. Donc dans notre film, il y a on a trois enfants qui témoignent dans la première période. Et, et donc ils témoignent de quoi? Ils témoignent, de la violence permanente, verbale, physique, sexuelle, pour certains. Alors, pas tout le monde, évidemment, mais en tout cas, certains témoignent de ça. Et on a aussi un jeune éducateur qui était éducateur stagiaire, qui témoigne et qui a eu le courage de venir témoigner parce que c'était pas facile, parce qu'il est venu nous raconter que quand même, bah, lui aussi a été pris dans l'atmosphère violente qui régnait là-bas, et que donc effectivement, à lui est arrivé de donner des coups, de réprimer, et il s'en veut. Alors il n'est pas resté longtemps, euh, mais en tout cas son témoignage il est important parce que c'est le témoignage d'un encadrant, même s'il était stagiaire, c'est quand même le témoignage d'un encadrant. D'autant plus que ce monsieur, Daniel Grandval, il a fait une carrière, il a fait toute sa carrière dans l'éducation. Il était éducateur et après il a même été, je crois, directeur d'un centre éducatif. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi ça peut m'aider à me relancer, parce que il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas jusqu'à quel point je peux rentrer dans les détails. Alors, donc il y a ces aspects violence. Il y a un autre aspect qui, moi, m'avait beaucoup, beaucoup troublé, c'est l'aspect, on peut quasiment dire, de travail forcé. C'est-à-dire que les enfants, ils arrivent là, et quel que soit le temps, quelle que soit la saison, euh, c'est des enfants, les plus jeunes, ils ont 6, 7 ans. Les plus grands, ça va jusqu'à 17 ans, mais la plupart, c'est plutôt des pré-ados, 13, 14. Et donc, ils sont chargés, comme, comme des maçons, ils vont construire des bâtiments, encadrés donc par des vrais professionnels. Mais en tout cas, ils vont travailler comme des esclaves. Et donc, il y a une dimension financière aussi dans l'arnaque de Riomont. C'est-à-dire que sous couvert de soi-disant faire de l'éducation, il faut construire des bâtiments à des enfants. Enfin, c'est totalement criminel, et je pèse mes mots parce que c'est vraiment criminel au sens juridique du terme. Les enfants n'ont pas le droit de travailler en France depuis la fin du 19e. Le travail des enfants est interdit. Et là, il est non seulement général, mais il est revendiqué euh, par, euh, par les gens de Riomont, par le PRE, comme un acte éducatif pour former les enfants, pour leur apprendre, non pas un métier, mais pour leur apprendre ce que c'est la vie en gros. Ensuite, il y a la dimension scoutisme qui est extrêmement forte, mais comme le disait Philippe, un scoutisme très particulier. Alors dans le scoutisme, effectivement, il y a les scouts de France qui sont un scoutisme bienveillant, qui peut être totalement laïque ou même enfin, partagé par l'ensemble de la société, où les enfants sont gérés de manière tout à fait bienveillante, jusqu'au scoutisme d'Europe, ce qu'on appelle les scouts d'Europe, qui est un scoutisme plutôt relié à la mouvance d'extrême gauche. Et Riomont, ils sont en dehors des scouts d'Europe, c'est-à-dire que c'est un degré au-dessus. Un degré au-dessus parce que, comme le dit Jean dans notre film, les bagarres, c'est des vraies bagarres. C'est pas, on ne fait pas semblant, on ne s'amuse pas.
On s'envoie des cailloux, des gros cailloux dans la gueule, et c'est donc très très violent. Et cette violence-là, elle est vraiment entretenue. Elle est entretenue par ces combats. Elle est entretenue par toute l'esthétique qui est à Rio. C'est-à-dire que vous avez vu, enfin je sais pas si ceux qui ont vu le film, on le voit, ils sont tous en short de cuir. Donc les shorts de cuir qui rappellent les jeunesses hitlériennes. Enfin c'est très marqué esthétiquement. On est dans cette esthétique et dans cette volonté de paramilitaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans une préparation militaire. Et encore, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans les lycées militaires, on aille jusqu'à ce degré de violence-là. Et il y a aussi le côté, il y a plusieurs témoins qui le disent, quand il y a un grand qui veut aider un petit, et ben, il se fait taper, quoi, en gros, par les encadrants. C'est interdit, c'est-à-dire tout le monde doit en baver. Et il est hors de question d'aider son prochain. Ce qui, pour des catholiques, est assez surprenant. C'est particulier. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, moi je me demande, en fait, il y a quelque chose que je réalise seulement maintenant, c'est qu'en 1981, Ouais. la direction départementale des affaires sociales et aussi le ministère de la Justice envoyaient des enfants dans un tel lieu, quoi. C'est un lieu de scoutisme militariste, extrême droite royaliste, avec la messe en latin, etc., quoi. Oui, 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 oui. Mais alors, il y a. C'était des juges qui envoyaient, ou des fonctionnaires qui envoyaient des mineurs là-bas, quoi, qui les plaçaient là-bas. Absolument, absolument. Et alors, il y a Alain Hochmiller, qui est un des religieux qui a pris la suite du Père Revé. Parce que, bon, le Père Revé est mort en 86. Et donc, sur la deuxième et troisième période, il y a un nouveau prêtre qui a pris la relève. Et lui, dans un livre qu'il a écrit bien plus tard, il se vante d'avoir eu des réseaux au ministère de la Justice, époque Alain Perfit. Voilà. C'est lui qui l'écrit. Nous, on n'a pas pu enquêter suffisamment. Mais en tout cas, ça paraît évident qu'il y avait des réseaux de connivence, en tout cas idéologiques, comme il y en a dans d'autres parties de l'échiquier politique. Mais en tout cas, c'est évident que au mieux, les gens fermaient les yeux et au pire, ils étaient d'accord. Mais ceci dit, c'est pas que l'extrême droite, parce que le maire de Lens, à cette époque-là, il est socialiste. C'est quand même un des bastions du Parti socialiste depuis, je ne sais plus depuis quand, mais en tout cas, qui viennent de perdre derrière aux dernières élections au profit du RN. Mais à cette époque-là, c'est un maire socialiste, je crois qu'il s'appelle Darras, euh, qui trouve rien à redire, quoi. Et je reviendrai plus tard, mais quand il va y avoir des alertes, l'enseignante qui fait les alertes, elle est ostracisée, y compris par le maire socialiste. Donc c'est Et elle est intimidée. et elle est Elle reçoit des intimidée. intimidations. Oui, Elle oui, décrit que le soir, très tard, elle reçoit des coups de fil où ouais, on ouais, l'insulte. Oui. absolument, absolument. Bruno, tu veux prendre la parole? Vas-y, Bruno, je t'en prie. Donc moi, donc, je connais très mal, je dirais, c'est le livre de Philippe Dupont, hein, sur l'abbé Pierre qui m'a ouvert les yeux sur l'omerta dans les grandes institutions. Donc je suis pas très étonné par tout ce que vous venez de raconter et qu'il y a une complicité des parents, une complicité des services sociaux, une complicité des élus, y compris de gauche, une complicité de l'Église, etc. Moi, la question que je pose, c'est sur, je dirais, la complicité de ce que j'appellerais, moi, les services de secours. Comment se fait-il, si les enfants se tabassaient comme ils se tabassaient, qu'il n'y ait pas eu, à un moment donné, besoin des urgences hospitalières, besoin des sapeurs-pompiers, du SAMU? Comment les médecins généralistes ont pu taire, dire, comment ça se passait, cette relation avec ceux qui sont censés apporter les soins et prescrire des soins à ceux qui sont maltraités, malades et blessés? Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est que les enfants malades, les enfants maltraités, ben, ils allaient pas voir de médecin. Ils ne pouvaient pas aller voir de médecin.
on leur interdisait d'aller voir les médecins. Et c'est les prêtres eux-mêmes. Il y avait un prêtre qui s'occupait de l'infirmerie, qui était réputé pour être un prêtre violeur, qui soignait les enfants. Enfin, soignait entre guillemets, parce qu'il n'avait aucune compétence, il n'était pas infirmier. Voilà, ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que il y a des médecins qui ont alerté, mais peut-être pas suffisamment fort. Et c'était sur la dernière période. Je crois qu'il y a une espèce comment dire, d'écosystème qui s'est créé. euh, et ça a ronronné là-dedans. C'est-à-dire que, euh, évidemment que ça se transforme en complicité, comme vous avez dit, mais je crois qu'au départ, c'est plus, on n'a pas envie de regarder, quoi. On n'a pas envie de voir. Et puis, ben, les gamins, ces gamins-là, si on les sort de là, eh ben, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que où est-ce qu'on va les mettre? Notamment sur la première période, les années 60, ben, on n'a pas tellement d'autres solutions, quoi. Parce que on sort oui, on sort de la guerre, même si c'est encore 15 ans plus tard. C'est quand même, bah, et tout est à reconstruire, les services sociaux, euh, les ordonnances, l'ordonnance d'éducation surveillée, je crois que c'est une ordonnance de 52. Donc tout ça, ça se met en route. Et puis je crois que, enfin ça c'est une opinion très personnelle, mais j'ai l'impression que les enfants dans ce pays, on peut fermer facilement les yeux dessus, quoi. Enfin, moi j'ai beaucoup de relations avec des éducateurs, j'ai des éducateurs dans ma famille, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, c'est-à-dire la maltraitance des enfants, c'est dingue, et on n'a pas toujours les moyens pour y faire face, et donc il se crée une espèce Oui, d'accommodation à l'horreur, quoi. Il faut vraiment secouer, crier fort pour que ça bouge, quoi. Et notamment quelqu'un comme Arnaud Gallet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a été abusé et qui est à la tête d'une association de lutte, secoue très fort les choses, mais il a raison, parce que si on secoue pas fort, il se passe pas grand-chose, quoi. Regardez Bétarame, c'est quand même, enfin là, on est, en termes de chiffres, ça enfonce complètement Riomont. C'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus vaste. Alors en termes de gravité des exactions sexuelles, notamment, je ne sais pas si c'est plus grave ou pas plus grave. Je ne sais pas s'il y a une hiérarchie de la gravité. Je ne rentrerai pas là-dedans. Mais voilà. Merci. Et donc, ça m'amène, si tu me permets, Philippe, une autre question. Et donc, revenir à l'Église. Donc, à l'époque, là, quand tu viens de décrire la mise en place, je veux dire, l'installation de la différenciation entre ce que j'appellerais, moi, les catholiques de Vatican II et les catholiques intégristes. Euh, et quel était le regard des catholiques de Vatican II sur ce type d'établissement et celui-là en particulier? Il y avait des connexions, il n'y en avait pas du tout. Alors, je peux peut-être pour prendre la parole, dire un mot. Déjà, moi, j'avais vu que dans le milieu catholique traditionnaliste intégriste, déjà, Riomont, il faisait figure de marginaux il faisait pas du tout l'unanimité. Ils étaient vachement contestés. Parce qu'effectivement, comme Rémi l'a expliqué tout à l'heure, à Riomont, il y a toujours eu une portion, enfin une partie mineure de gens qui se retrouvent, enfin de jeunes qui étaient de familles catholiques traditionnalistes et qui étaient là pour des raisons idéologiques, parce qu'il y avait coïncidence entre la foi, la vision du monde, l'idéologie de la famille et la Sainte-Croix de Riomont, donc des enfants de ce milieu-là qui se retrouvaient avec ce type d'éducation en parfaite cohérence, entre guillemets, avec les valeurs familiales. Donc il y a toujours eu un fond comme ça. Et puis après, je pense que c'est surtout dans la période où ils ont créé l'école hors contrat, là, à partir de 1990 à 2019, où là, effectivement, c'était un repère de catholiques traditionnalistes. Mais à l'intérieur de la galaxie catholique traditionnaliste, y compris ceux qui étaient les plus durs d'un point de vue de leur
positionnement ecclésial ou idéologique, ça ne faisait pas du tout l'unanimité, quoi. C'était vraiment un établissement qui était jugé comme étant très problématique et par un certain nombre de personnes. Donc, si vous voulez, même à l'intérieur même de cette mouvance, qui est quand même pourtant connue pour son sectarisme, il faisait déjà pas l'unanimité. Mais Marie, peut-être que tu voulais dire un mot, parce que tu lèves la main depuis longtemps, en cohérence avec ce qui se dit maintenant, de la question de Bruno. T'as la main Faut remettre le micro, Marie. Ah voilà. Oui, c'est surtout par rapport à ce que disait Rémi, pas par rapport à ce que disait Bruno, mais ce que disait Rémi juste avant. Je ne sais pas si je peux demander maintenant. Mais Est-ce que je peux finir sur l'Église? Comment? Est-ce que je peux finir le petit bloc là sur l'Église? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en réalité, comme le reste, rien n'est clair à Riomont du point de vue canonique non plus. C'est-à-dire que il y a une partie de la Sainte Croix qui est de droit, qui dépend du diocèse d'Arras. Et du coup, il y a une partie au Vatican, ils disent mais non, ils ne sont pas catholiques, enfin ils font pas partie de l'Église catholique. Je ne me rappelle plus des détails, mais je sais qu'ils ont beaucoup joué sur ces ambiguïtés-là. Un petit peu comme l'abbé Pierre a joué sur les ambiguïtés entre le diocèse de Grenoble, d'où il était, mais comme il s'est vissé et celui de Versailles. à Versailles, donc les deux évêques se sont renvoyés la balle en disant ah ben non, il ne dépend pas de moi parce qu'il a été ordonné à Grenoble, et l'évêque de Grenoble disait oui, mais il n'est plus chez nous, quoi. Enfin voilà. Là, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a ce côté de prêtre diocésien, pas prêtre diocésien. Il y a un certain nombre de prêtres qui ont été ordonnés par des gens de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, donc de Monseigneur Lefebvre. Donc eux, évidemment, ils n'étaient pas reconnus par le Vatican. Donc ça joue complètement sur ces ambiguïtés-là. Et du coup, entre ces ambiguïtés-là et une certaine lâcheté des pouvoirs publics laïcs, eh ben, ils ont réussi à perdurer longtemps, quoi, à jouer dans les interstices, quoi. Marie? Oui, alors c'est exactement ce que je voulais dire. Bon, moi, je suis issue de ce milieu. Je ne sais pas si Philippe vous avait dit, donc je connais très bien. Pas Riomont même, mais j'ai connu des gens de Riomont. Et donc, je voulais confirmer ce que vous dites, non seulement pour Riomont, mais pour tout le milieu de la fraternité Saint-Pie X. C'est un des problèmes majeurs, cette ambiguïté de positionnement par rapport à l'Église. Ils jouent sur les deux tableaux. Et ça permet de… On est dans un flou permanent. Donc, il y en a certains des supérieurs qui ont de très bons rapports avec des évêques diocésains, donc vraiment de l'Église de Vatican II, si on peut dire. Mais ils ne cessent de la critiquer par-dessous le manteau. Et on est tous habitués en interne à savoir que on fait partie de l'Église, mais on critique tout. Donc, ça se forme un peu des enfants schizophrènes dans leur fonctionnement. Déjà, ça ne va pas. Ensuite, ce que vous avez dit, vous avez employé le mot complicité des parents. Et je me permets de rebondir là-dessus parce que le problème, c'est que dans ce milieu-là, quand on parle de complicité, on parle de cacher des horreurs volontairement en sachant très bien qu'on est dans la magouille. Mais le problème, c'est que ces familles sont convaincues… C'est pas moi qui ai parlé de complicité, c'est Bruno. Moi, je parlerai plus… Peut-être que j'ai repris le terme, hein, mais je parlerai plutôt d'adhésion à un modèle. Oui, c'est ça. Ils sont persuadés. En fait, ils savent, moi, l'étoile du matin où étaient mes frères, c'est pareil pour les travaux forcés. C'est-à-dire, pas autant, on ne construisait pas des maisons, mais tu n'as pas été sage, on va tous faire du bois. Le samedi, tous les élèves allaient faire du bois et ça arrangeait bien la direction d'avoir de la main-d'œuvre, en fait. Hein. Donc, ça ne va pas du tout non plus. Mes frères le racontaient, tout le monde le savait, mais c'est… Ah oui, ça éduque les enfants, c'est pas plus mal, ça les forme à la dure, et ils sont persuadés que ça va dans le sens d'une bonne éducation chrétienne. Donc, c'est très difficile de désamorcer ce genre de groupe à dérive sectaire parce que en interne, tout le monde est persuadé d'agir vraiment pour Dieu, pour le bien, pour une vraie éducation comme avant à l'ancienne. Voilà, ça, je voulais ajouter ça. Et troisième chose, ce que je vois, Philippe, là, c'est toi qui a souligné, la différence, le fait que Riomont soit vu un petit peu comme à part dans le milieu traditionnaliste.
en fait, il y a toute une branche parce que c'est très complexe. C'est ni blanc ni noir. Il y a plein de petites mouvances dans la mouvance générale. Il y a beaucoup de traditionalistes qui ont adopté une sorte de comportement social. On est scout, on aime la chevalerie, on s'habille de telle manière. Et Riomont est très marqué par ça. C'est-à-dire que c'est un peu le folklore de l'homme viril du Moyen-Âge qu'on fait revivre à notre époque, etc. Et ce n'est pas le cas des autres, plutôt les autres écoles de la fraternité Saint-Pédis et amis, qui pensent sincèrement essayer d'être chrétien dans un monde, entre guillemets, complètement démoli par Vatican II. Alors que Riomont, c'est beaucoup plus extérieur. C'est pas axé d'abord sur la vie intérieure et sur la bonne éducation chrétienne, c'est axé d'abord sur on va être des hommes à l'ancienne et tout. Et c'est ça qui déplaît. Quand vous voyez le pèlerinage de Chartres, je pense que tout le monde voit ce que c'est, ce pélerinage de Chartres, là, il y en a dans tous les sens. À la Pentecôte. À la Pentecôte, donc Paris-Chartres. Ouais, Paris-Chartres ou Chartres-Paris, donc suite à Charles Péguy. Ça a été initié par Charles Péguy, les étudiants de Charles Péguy. On a beaucoup ce folklore qui ressemble tout à fait à Riomont, avec les drapeaux mais un peu médiévaux, la chevalerie, les chansons scouts bien viriles, le côté un peu militaire, parce que c'est un scoutisme avec les Rangers, on veut être militaire scout, les deux à la fois. Mais ça, c'est une branche très particulière, beaucoup plus superficielle, et qui est beaucoup reprise, je trouve, dans l'Institut du Bon Pasteur. Il y a beaucoup ce côté folklore. Bon, c'est juste des petites nuances comme ça. Excusez-moi si ça n'apporte pas grand-chose au propos général. Si. Excusez-moi, puisqu'on est sur ce sujet-là, si c'est un peu loin du sujet, on l'oublie, ma question, mais comme aujourd'hui on nous parle énormément des États-Unis, de l'Iran, de Donald Trump et des évangélistes, ils se situent où dans cette mouvance-là, les évangélistes? C'est encore un autre mouvement et qui n'existe pas en France, ou bien c'est proche de certains mouvements qui existent en France? C'est encore autre chose. Enfin, il y a des points, on va trouver forcément des points communs, mais c'est autre chose. Déjà, les évangélistes, c'est les protestants. Tu vois. Alors que la problématique catholique traditionnaliste, scoutisme catholique, c'est à l'intérieur de l'Église catholique. Mais les évangéliques, effectivement, c'est protestant. On peut dire que c'est l'équivalent chez les protestants, en fait, un peu. Mais ça dépend, parce que vous avez des évangélistes qui sont très pacifiques. Mais dans les évangélistes qui sont ou d'extrême droite, ou qui ont une attitude antisociale, ou alors un goût pour la violence, effectivement, on pourrait dire que c'est le pendant chez les protestants de ce qu'on observe, par exemple, à Riomont, dans le catholicisme. Et après, il y a ce que disait Marie, c'est-à-dire que c'est extrêmement complexe, il y a tellement de nuances, dans l'Église catholique, c'est un peu comme dans le Parti socialiste, il y a je ne sais pas combien de courants, quoi. C'est vraiment dans la nuance, quoi. Et donc, du coup, il y a des traditionalistes qui sont plutôt dans une recherche spirituelle, ils font de mal à personne, ils peuvent être mystiques ou pas, mais en tout cas, ils sont comme ça. Et puis, il y a ceux-là qui sont, eux, très violents, quoi, très identitaires, et puis très proches d'une volonté militaire. C'est ce qu'on appelait dans le temps le glaive et le goupillon, quoi, l'alliance du glaive et du goupillon. C'est vraiment tout à fait ça, Riomont. Poussé un peu à l'extrême, quoi. Alors Rémi, vous en étiez à la deuxième période avec les jeunes laotiens, là, c'était des gamins, des ados du sud-est asiatique qui sont retrouvés là-dedans. J'avais peur d'être trop court, mais en fait. Alors ok, donc je parle de la fin de la première période, donc très rapidement. En 69, il y a l'épouse du principal du collège de Liévin, donc du collège public, qui découvre que ça va pas, il y a des gamins, c'est bizarre, donc elle écrit une lettre, c'est enterré rapidement par la notabilité locale, et 10 ans plus tard, en 79, une jeune enseignante de français trouve que les gamins, ils vont pas bien, et elle a la bonne idée de leur faire une petite rédaction, comme on fait à des gamins au collège. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie récemment, et décrivez le truc, quoi. Enfin, pas le truc, évidemment, elle ne dit pas ça.
Et là, elle découvre que les enfants lui écrivent des rédactions en lui disant, en gros, je le fais rapidement, depuis que je suis à Riomont, c'est l'enfer, c'est l'horreur, je ne veux plus être là, etc. Donc elle alerte. Et elle lâche pas, par contre. On fait tout pour qu'elle lâche, mais elle lâche pas. Et elle finit par bénéficier du fait que, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 jeunes juges d'instruction qui sont nommés à Béthune. Et donc, ces 3 juges s'emparent de ce témoignage et vont enquêter elles-mêmes à Riomont. Elle rencontre Revé, qui les prend de haut, qui leur dit que la violence, c'est pas très grave, enfin, que ça fait partie de l'éducation, qu'une baffe, ça n'a jamais fait de mal à personne. Évidemment, il nie les affaires sexuelles, mais elles mettent en évidence un certain nombre de dysfonctionnements qui font que le préfet ordonne la fermeture, enfin, le refus d'habilitation en 82, donc ça prend 3 ans. Entre-temps, tous les juges, elle nous a dit 4/5 des juges pour enfants du secteur se mettent d'accord pour ne plus envoyer les enfants à Riomont. Donc déjà, ils tarissent l'arrivée des enfants à Riomont. Et donc en 82, tout le monde croit que ça y est, on a gagné, ça va fermer et que tout va bien se passer. Et donc en fait, Riomont arrive à garder donc ses enfants laotiens, vietnamiens et cambodgiens, qui sont des enfants de boat people arrivés à partir de 79 en France, qui ont été soutenus donc à la fois par les nouveaux philosophes de l'époque et par les groupes des associations d'entraide, de liens, d'amitié entre la France et le Vietnam, d'obédience plutôt militaire, donc des anciens paras qui ont fait l'Indochine, et qui donc soutiennent Riomont, et je ne sais pas par quel miracle, comme je le disais tout à l'heure, arrivent à faire financer encore par les services sociaux la présence de ces enfants. Et pour que j'accélère aussi, la grande nouveauté, c'est que Riomont accueille maintenant des louvettes, donc des enfants, filles, chez les scouts. Et donc, sur cette période, on a le témoignage poignant d'Isabelle, qui raconte comment elle a été abusée de manière, comment dire, préméditée, quoi. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle raconte qu'ils vont en voyage au bord de la mer. C'est la seule fille du groupe. Comme par hasard, elle a une chambre isolée au rez-de-chaussée et tous les garçons, ils sont à l'étage. Et le soir, le prêtre descend et voilà, et abuse d'elle plusieurs fois. Et ça dure plusieurs années. Et comme elle est dans une famille totalement dysfonctionnelle, où dans sa famille, il se passe à peu près le même genre de choses, ben, ça dure jusqu'au moment où elle arrive à refuser et à partir chez sa grand-mère. Voilà. Dans mes souvenirs, je crois que ça dure 4 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça en gros. Alors, Ça. je ne sais pas si. Alors, Mm. c'est la période où les scouts ne sont pas sur place en permanence. C'est le mercredi, le week-end, pendant les vacances. Donc, c'est surtout les enfants asiatiques et les enfants qui sont placés là par les parents. Mais scolairement, on ne sait pas trop ce qui se passe pour ces enfants. On ne sait pas trop combien ils sont. C'est une période qui est un peu floue. Je pense qu'ils se battent pour survivre, quoi, en gros, Riomont. Et puis en 86, donc, le père Revé, le fondateur, décède. Là aussi, on pourrait croire que ça va s'arrêter, quoi, parce que déjà, ils ont pris déjà un premier uppercut en 82. Là, le fondateur, qui est un personnage très charismatique, qui accueillait, j'en ai pas parlé, mais qui accueillait les petits-enfants dans sa maison. Il avait une maison à lui, là où il avait ses vitrines militaristes avec des uniformes SS, et il accueillait les enfants chez lui euh, toute la nuit. Donc il les choisissait, en gros. Enfin, bon, je ne vous fais pas un dessin. Et, et par rapport aux sévices aussi, bon, remarque, je pouvais en parler dans la troisième partie. Il y a aussi tout un tas de sévices. Par exemple, je vais revenir sur le fait que dès que les enfants ont fait une bêtise,
ou fuguent. En général, quand ils fuguent, si les gendarmes les retrouvent, ils les ramènent là. Et quand ils ont fugué, ils sont punis. Et la grosse punition, c'est qu'ils sont enfermés dans les sanitaires à poil ou pratiquement à poil pendant 2-3 jours, ça peut durer, avec juste peut-être 3 verres d'eau et voilà. Donc voilà, c'est quand même ça, là, Riomont. Enfin, pour moi, c'est de la torture. Hein, ça s'appelle pas autrement, quoi. Voilà. Et donc la deuxième période, elle dure jusqu'en 89 à peu près. Et là, ils arrivent à avoir une habilitation pour devenir à la fois un collège et un semblant de lycée professionnel, donc hors contrat, parce que en plus, ils ne donnent pas les cours eux-mêmes. Ils font appel à des cours par correspondance, à la méthode Atmer. Donc c'est une méthode qui est en vogue à l'époque sur Paris. Par contre, c'est les prêtres qui font faire les devoirs, qui donnent des semblants de classe, et puis qui donnent des cours de biologie où les pages sont arrachées, comme le dit avec beaucoup d'humour un de nos témoins, où on dit à cette époque-là, dans nos manuels, il y a beaucoup de pages arrachées, quoi. Et donc, dans cette troisième période, euh, c'est la période où il y a beaucoup de témoignages. Enfin, il y a le témoignage d'Adrien sur la nourriture avariée, qui c'est systémique, c'est-à-dire que non seulement ils ont de l'argent qui est donné, mais ils ne le dépensent pas, donc ils récupèrent des produits avariés, ils les donnent aux enfants sans problème. Et puis il y a Adrien qui est torturé la nourriture, il est allergique aux poissons, une allergie stipulée par le médecin, et on l'oblige à manger du poisson, et quand il ne le mange pas, on le resserre le soir, il vomit, on lui en redonne, enfin bon, voilà. Et puis aussi les sévices sexuels qui montent d'un degré. Mais on a des témoignages, on ne les a pas mis dans le film, mais des témoignages de torture sexuelle. C'est-à-dire les enfants sont attachés au radiateur et sont violés. Voilà. Et donc, et c'est encore pire cette période-là, parce que tout ce qui s'est passé dans la première période continue, les travaux forcés continuent, cette maltraitance continue, mais les enfants, ils vont plus à l'école. Ils n'ont pas de soupape où ils ont quelques contacts malgré tout au collège ou à l'école, même s'ils sont un peu à part quand même. Il faut pas, parce que les autres gamins, ils se disent, mais c'est qui ces Ostrogoths voilà, mais il y a quand même des contacts et c'est quand même une soupape. Là, il n'y a plus de soupape. C'est-à-dire que quand ils sortent en bande. Ils font donc les grandes virées de scouts, parfois comme les militaires, avec des sacs à dos remplis de cailloux. Pour des enfants, enfin, c'est franchement une super idée pour des enfants qui sont en pleine croissance. Euh, Ils continuent à faire leurs bagarres dans des réunions scouts où ils font des grosses bagarres. Et puis, donc, il y a cet enfant qui finit par se suicider en 2001. Voilà. Alors, c'est toujours pareil, c'est toujours très difficile de prouver un lien direct entre une situation et un acte de suicide. Donc, en fait, judiciairement, il s'est pratiquement rien passé, quoi. Ils ont continué à sévir, si je puis dire, puisque le centre ne ferme que 19 ans plus tard. Voilà. Et alors, les suites, en décembre 2024, Arnaud Gallet, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a organisé avec son association Move Enfants, il a mené une action devant Riomont, qui a été couverte par BFM, par France 3, par La Voix du Nord, pour essayer de faire fermer le lieu. Le 10 janvier 2025, donc c'est quelques temps après l'action d'Arnaud Gallet et 2 mois après la diffusion de notre film, le préfet du Pas-de-Calais interdit l'accueil et le séjour de mineurs
par l'association Scout et Guide de Riomont au sein du village de Riomont, car les locaux hébergent, je cite, des personnes ayant interdiction d'approcher des mineurs et présentant des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des enfants. En effet, selon les propres déclarations du père Hervé, sous-prieur de la Sainte-Croix de Riomont, 4 mois mis en examen pour violence physique sur les pensionnaires mineurs résidaient toujours dans le village de Riomont. Et un 5e moine, le père Alain Hochmiller, qui y habitait encore, a été condamné le 6 mai 2025 à 2 ans de prison avec sursis pour consultation d'images pédopornographiques. Comme il a fait appel de ce jugement, il est toujours présumé innocent. La formule consacrée selon la réalité de notre droit, qui protège le droit des victimes et des droits. J'ai fait un beau lapsus là. Le droit des accusés, pardon. Donc, il y a également un procès qui est requis contre 6 religieux soupçonnés de violence sur les mineurs. Le parquet de Béthune renvoie au correctionnel donc ces 6 prêtres pour maltraitance physique présumée. Et par ailleurs, 3 prêtres du village de Riomont font l'objet d'enquêtes canoniques en cours par l'évêché d'Arras. L'évêché d'Arras, donc il y a autorité sur un certain nombre de prêtres, en tout cas sur 3 d'entre eux. Et donc, il a affirmé qu'il soutenait les victimes. Donc, ça, c'est quand même un bon point. Et dans le film, il y a 2 personnes qui ont été violées. Donc, c'est Jamal et Bruno, qui ont porté plainte en 2021 et 2022. Mais comme ce qui s'est passé est prescrit, en revanche, Jean, un des derniers témoins de la dernière période, lui a porté plainte en 2013 pour viol et pour tout un tas d'agressions. Il n'a toujours pas été jugé. Le procès n'est toujours pas programmé. Donc 2013, vous voyez, on est en 2016, ça fait 13 ans d'instruction. Très très long quand on est victime des choses gravissimes dont il a été victime. Et dernière chose, pour finir sur l'actualisation, le 13 décembre 2025, la préfecture du Pas-de-Calais a pris un arrêté d'urgence interdisant l'accueil et l'hébergement de publics adultes dans un bâtiment non conforme, et donc l'évacuation d'un foyer de travailleurs qui avait été créé sans autorisation, donc il continue à faire des choses sans autorisation, en 2019. À ma connaissance, voilà où on en est aujourd'hui par rapport à ce lieu. Et comme je le disais avant qu'on commence, Michel Delaporte a été longuement interrogé par la commission d'enquête parlementaire sur la maltraitance et les violences faites aux enfants, qui a également débouché sur l'affaire de Bétarab et qui devrait faire l'objet d'un dépôt de proposition de loi prochainement. Oui, alors un petit complément par rapport à ceux qui sortent de Riomont. Nous avons les témoignages de ceux qui ont parlé dans votre documentaire, mais je trouve encore plus douloureux ceux qui ont été élevés là-bas, parce que j'en ai connu un. J'en ai connu un dans les années 2015-2020. Voilà, maintenant il est père de famille, 6 enfants. Je ne sais pas s'il avait été contacté pour votre documentaire. Bon, lui, c'est parce qu'il était d'une famille aristocrate, enfant un peu difficile, parce que justement, je pense qu'il était trop authentique et pas assez dans les codes extérieurs de bien comme il faut. Et donc, ses parents l'ont considéré comme un enfant intenable et l'ont mis là-dedans pour avoir, entre guillemets, une bonne éducation qui le remette sur pied. Et ce que je trouve assez dramatique, c'est qu'il ne garde pas un très mauvais souvenir. Il ne m'a jamais parlé d'abus. Il m'a toujours dit « Oh là là, qu'est-ce que c'était dur, qu'est-ce que c'était dur ». Mais le problème, c'est que maintenant, il se considère comme un mauvais garçon qui fait des bêtises parce qu'il a dû recevoir énormément de punitions là-bas. Et
il n'a pas eu ce sursaut de se dire j'ai subi des choses pas normales et c'est lui qui le punit. Donc, il a été très longtemps dans l'alcool, mais vraiment de manière grave. Maintenant, il fume, il boit énormément de café toute la journée, il se détruit la santé et il est le cœur sur la main, il est père de famille de 6 enfants, 6 filles, etc. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il a gardé de cette éducation-là l'idée que c'est lui qui est le mauvais garçon et il sera toujours le mauvais gars. Donc, ça prédispose à avoir un certain comportement, toujours borderline, etc. Et je trouve ça dramatique parce que s'il mettait le doigt avec douceur sur ses propres blessures, ce serait peut-être un tout autre homme aujourd'hui. Ouais. Alors, deux choses. Effectivement, il y a des enfants qui n'ont pas subi de violence sexuelle. Qu'il n'ait pas vu la violence, ça, je crois que c'est impossible parce qu'elle était quotidienne, permanente et partout. Après, qu'il y a un degré d'acceptation de ce qui était proposé sur place, surtout s'ils arrivent tôt, c'est pas du tout étonnant. Hein. C'est quand on est élevé dans un système qui, quand on a connu que la violence, que une hiérarchie parfaite, que ce soit dans la famille où on moufte pas devant le père et où on dit jamais rien et où on se retrouve dans une institution où c'est pareil, ben, on n'est pas vraiment surpris. Hein. D'où le faux débat, parce qu'il y a plein de gens qui disent ah, mais moi j'étais à Riomont, mais c'est pas vrai, tout ça, moi j'ai trouvé ça formidable, etc. On n'a jamais dit le contraire, sauf que ce qui s'est passé là-bas, c'est grave d'un point de vue juridique, du point de vue des codes de notre société, de ce qui est admis dans notre société. Et s'il y a des gamins qui trouvent ça bien, bah, ça le regarde, mais en tout cas, c'est pas antinomique, je veux dire. C'est pas parce qu'il y a des gamins qui soutiennent Riomont que ce qu'on dit nous n'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout le problème, quoi. Je crois que Charles a une question. Bonsoir, du coup je m'appelle Charles. Ouais. J'ai été invité sur ce groupe de réflexion parce que je vais intervenir sur un autre groupe de réflexion. Je vais partager mon témoignage sur les agressions sexuelles que j'ai subies et les addictions aussi que j'ai eues. Juste pour un petit mot pour Marie. Le regard bienveillant sur ce qu'on a vécu, il est compliqué quand on ne peut pas l'avoir. Et parfois le fait de ne pas l'accepter ou de rester dans le déni, ça nous protège vachement. Et il le fera peut-être un jour quand il sera prêt. Je lui souhaite. Moi, j'avais une petite question concernant cette affaire-là. C'est qu'est-ce qui sont devenus les bourreaux de cette histoire-là, finalement? Alors, il y en a un, par exemple, qui est le prêtre qui a violé Vincent Lambert, qui a violé Bruno, qui a violé un enfant de Bruxelles dans une école et un pensionnat de la fraternité Saint-Pédis. Et ben lui, il est dans un monastère en Gironde. Il est protégé. Voilà. Mais il n'y a pas eu d'action judiciaire. A priori, il ne regrette rien. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est l'équipe de télévision suédoise qui l'a retrouvé, qui a réussi à le faire sortir au moins à la porte du monastère. Mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Après, ça ne concerne pas Riomont, mais ça concerne la fraternité à Bruxelles. Le deuxième enfant dont on parle dans le film, qui a été agressé sexuellement par un prêtre de la fraternité qui était retourné en Suisse. Lui, il a été condamné, par contre. Donc, je crois qu'il a dû faire de la prison. Et je n'en suis pas totalement certain. Parce que, bon, l'application des peines, je ne sais pas. Et en tout cas, ceux qui sont donc à Riomont, ben, vous avez entendu judiciairement, voilà, on en est là. C'est-à-dire que ça avance, ça se hâte lentement, comme on dit, quoi. C'est assez terrible, quoi. Parce que quand même, des années 60 à 2019, il y a dû y avoir quand même énormément de personnes qui ont participé. Du coup, c'est juste la réflexion que j'ai, c'est du nombre de personnes qui ont participé à ça, plus ou moins, de façon plus ou moins consciente. Aux violences sexuelles.
sexuelle ou même, c'était de la torture. Enfin, vraiment, il y avait de la physique, il y avait Ouais. les punitions, le travail forcé, enfin l'esclavagisme quand même. Le néonazisme qui était même pas caché, je pense, là-bas. Non, non. Et, Non, parce que par exemple, il y a eu en 77, il y a un inspecteur de l'éducation surveillée qui vient faire un rapport. Et bon, il note un certain nombre de choses. Et dans son deuxième rapport, il note tout content que le père Revé a un peu planqué les signes nazis dans sa vitrine, quoi. Voilà. Oui, c'est parce que, en fait, pour préciser, le bureau du directeur et le bureau du directeur à Riaumont, en fait, c'était une grande salle et les murs étaient couverts de vitrines. Et dans ces vitrines, il y avait des uniformes français et allemands de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc c'est le bureau du directeur, du père Revet, jusqu'à peut-être même encore maintenant. Les personnes qui rentraient dedans voyaient un casque à pointe, vous voyez, c'est tout à fait singulier comme décorum. Charles, je voulais dire, j'ai coupé ton micro, mais tu peux rendre la parole, c'est parce qu'il y a un petit courant d'air, en fait, c'est pour ça. Mais si tu veux reprendre la parole, n'hésite pas. Hein. Non, mais ça paraît incroyable, oui, effectivement, que tout ça ait duré aussi longtemps, de manière aussi massive. Bah, déjà, enfin, je pense que Charles, vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Déjà, les enfants, bah, ils ne parlaient pas, surtout à cette époque-là. C'était juste impossible. Alors, il y en a certains qui se sont défendus comme ils ont pu. Voilà, Jean s'est défendu dans la première période. Mais malgré tout, il n'a que 14 ans, quoi. Donc, bah, et puis, et puis, et puis voilà, quoi. Et donc, euh, et donc même aujourd'hui, même au moment où Michel a fait l'enquête, même au moment où on a fait le film, certains n'en avaient toujours pas parlé. Je parle de certains de la première période, donc des gens qui ont subi ça donc, dans les années 60, 60-70, n'en avaient pas parlé à leur famille, à leurs proches, à leurs enfants, et pour certains, même à leurs femmes. Ouais, ouais. Enfin bon, Charles, je pense que vous comprenez tout à fait ce que je veux dire. Moi, ce que je ne comprends pas justement, c'est pourquoi est-ce que les écoles de la fraternité Saint-Pédis sont toujours en place? Parce que c'est pas aussi caricatural qu'à Riaumont, mais moi là, je connais vraiment le sujet. Très bien, très très bien. Ouais. École de la fraternité Saint-Pédis et des sœurs qui, entre guillemets, vont avec. Il y a des tas de choses qui tournent pas rond, hein, même au niveau purement légal, déclaration du travail, etc. C'est des magouilles, c'est du grand n'importe quoi. Des viols, il y en a dans beaucoup d'écoles de garçons. Moi, j'ai pas vu ça dans les écoles de filles. Jamais de problème de meurtre. Et dans les écoles de garçons, mon propre petit frère a été touché par un autre élève. Et le directeur d'école l'a caché à mes parents. Et il a dit, bah, on l'a jamais dit au père de Cossa parce qu'il aurait foutu le feu à l'école. Et mon frère a essayé de me parler, et moi, comme une naïve, je ne comprenais pas ce qu'il essayait de me dire, et je l'ai compris 15 ans après, quand il a parlé à une psy d'un lycée, et que les policiers sont venus, ont interpellé mes parents, etc. Mais c'est des dégâts à vie, tout ça. Je connais une amie des écoles de filles qui est devenue prof dans une école de la fraternité Saint-Pédis. Le directeur violait les enseignantes. Alors, il a été mis en prison, un autre, il était pédocriminel, il est sorti de la fraternité. En fait, il se contente de changer de prieuré les prêtres violeurs. Il les change, c'est tout, mais on n'en parle pas, ils ne sont pas mis de côté, il n'y a pas de jugement. Je me dis, mais est-ce que c'est l'argent? Ils ont trop d'argent, du coup, ils achètent la justice comme ça? Parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. La violence aussi, le forcing à la prière, le conditionnement, il y a plein de choses qui ne vont pas. Oui, oui, puis pour compléter ce que vous dites, il y a même il y a des rapports d'inspecteurs de l'éducation nationale qui sont enterrés. Alors, ils sont parfaitement au courant. Hein. Et, voilà. Donc on est toujours un peu au même point. Donc c'est une mouvance qui a des réseaux politiques sans doute haut placés qui font que
et c'est difficile de les atteindre malgré la gravité des faits reprochés. Et on se situe dans le champ des violences systémiques. Oui, on peut le dire. Ouais. Avec toute la silenciation qu'il y a autour. Oui, c'est ça. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, ce qui me choque beaucoup, en fait, c'est qu'on libère la parole maintenant, et en fait, derrière, ça ne suit pas. Et pourquoi? Et c'est terrible, quoi. C'est terrifiant. Ouais. On libère la parole, on facilite justement pour que les gens puissent parler, on les aide et tout, et derrière, il ne se passe rien. C'est épouvantable. Enfin, voilà, je voulais juste prendre la parole pour dire ça, parce que ça me choque vous avez raison. énormément. Tous les jours, je suis choquée par ça. Ça ne suit pas derrière. Alors pourquoi est-ce que il y a des pressions, certainement, il y a l'argent, il y a je ne sais quoi. Enfin, c'est épouvantable. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Oui, vous avez raison. C'est très choquée. C'est très choquant. Ah oui. De ma propre expérience, je sais que le fait que déjà le fait de porter un viol et d'en avoir été victime, le fait de se le dire à soi-même, de comprendre l'horreur, de la vivre et de pouvoir la laisser derrière et de pouvoir en faire quelque chose, c'est déjà immense. C'est vraiment c'est lourd. Alors, et j'ai remarqué aussi du coup que c'est pareil pour l'entourage et pour les personnes. Je pense pas que les gens qui ont mis ça sous le tapis ou tout ça étaient pour ce qui se passait, mais peut-être qu'ils voyaient juste les conséquences et c'était plus facile de juste mettre ça sous le tapis que de s'attaquer à ce qui se passait vraiment. Et s'imaginer vraiment l'horreur du truc et tout, genre ouais non c'est bon, c'est des mots ou enfin voilà, c'est bon, ça se refera plus et puis voilà quoi. Le déni. Oui, le déni n'est pas que des victimes ou des agresseurs. Oui, il y a un système de banalisation du fait lui-même qui fait que c'est pas très grave, ou alors c'était à l'époque, c'était comme ça. Et on entend beaucoup ça dans les agressions sexuelles, enfin, en tout cas entre adultes. Pour les enfants, beaucoup moins, mais effectivement, en général, pour les enfants, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire, c'est déjà l'enfant se le dit lui-même quand c'est dans le cadre familial, c'est oh là là, qu'est-ce que je vais dégoupiller une grenade, là, la fête est terminée. Donc il y a une culpabilisation très forte. Complètement. Et puis après, après c'est difficile de revenir là-dessus. Et comme vous le disiez aussi, le système de protection, d'oublier, donc d'avoir une amnésie traumatique pour survivre. Et du coup, après, il y a toujours la suspicion sur la parole de la victime. C'est quand même le premier truc qu'on entend tout le temps, quoi. Là, par exemple, Patrick Bruel, on parle que de lui là en ce moment, mais c'est tout de suite, on entend le banc et l'arrière-banc monter au créneau à dire mais pourquoi elle parle 30 ans après, c'est quand même louche, etc. Enfin, à chaque fois, on entend toujours la même rengaine, quoi. C'était pas possible, quoi. Sur le souhait que enfin, comme on l'a dit un peu tous, que la parole se libère, mais que derrière, ça suive, quoi. On peut souhaiter que ça, c'est-à-dire que les victimes soient enfin reconnues, qu'il y ait des réparations, et pour ceux qui en ont besoin, qu'ils soient pris en charge de manière convenable par des gens compétents, s'ils en ont besoin, s'ils en ont envie, etc. Et que la dimension systémique de ces problèmes-là soit enfin prise en compte et qu'il y ait une législation qui soit plus adaptée et qui aide justement les gens à pouvoir dénoncer. C'est-à-dire que justement ce que tu as dit, Philippe, que le lanceur d'alerte ne soit plus un acte héroïque, quoi, mais un acte normal, quoi. D'ailleurs, normalement, c'est dans le code pénal. Tout agent public, quand il a connaissance d'un délit, il est censé aller en référé au procureur de la République. Sans parler du fait qu'un simple citoyen est obligé de dénoncer un délit ou un crime s'il est persuadé que sans son témoignage,
il se reproduira, quoi. C'est pour empêcher la sérialité. C'est ce qu'on appelle et c'est un délit de ne pas le faire. C'est le délit de non-dénonciation, en fait. C'est-à-dire que la loi sanctionne les citoyens qui ne dénoncent pas des crimes et des délits dont ils ont connaissance et qui pourraient se reproduire. Mais malheureusement, c'est pas encore passé dans les mœurs, dans la culture. Non. Ben, je pense que c'est encore la dimension patriarcale de la société qui fait qu'il y a quand même une acceptation consciente ou inconsciente de l'autorité verticale, qu'elle soit portée, en général, elle est portée par le sexe masculin dans l'histoire. Et aujourd'hui, c'est remis en question, mais pas suffisamment. Et au moment où on pourrait basculer vers quelque chose de plus égalitaire, on a les forces réactionnaires qui sortent de partout. Les forces réactionnaires au sens propre du terme, c'est-à-dire celles qui s'opposent à ce changement-là, quoi, entre autres. Ouais, tout à fait. Et bon, c'est aussi l'intérêt donc de notre réunion, de pouvoir se pencher sur des dossiers comme ça, d'y réfléchir, voilà, le travail que l'on mène dans notre association, Eva, c'est quand même quelque chose qui permet de disséquer un petit peu ces phénomènes, parce que sinon, si on regarde ça en simple citoyen de loin, sans se pencher sur ces questions, on est tout à fait naïf et mal informé, et pas tellement en capacité d'agir. Et d'ailleurs, moi, c'est un peu ce qui m'était arrivé dans l'affaire Abbé Pierre, où quand, en juillet 2024, les faits ont été révélés, j'avais un retard éducatif, on pourrait dire, pour pouvoir bien, voilà, que j'ai dû rattraper vite pour pouvoir bien comprendre ce qui se passait. Et pourtant, je m'étais quand même déjà un petit peu intéressé aux questions des violences systémiques, des silences des institutions, des cas de leaders charismatiques, agresseurs multirécidivistes par le passé, puisque ça avait été chroniqué un petit peu dans certains journaux, donc par exemple La Croix, pour des fondateurs de mouvements confessionnels ou d'inspiration religieuse, d'inspiration confessionnelle. Mais effectivement, c'est le sens de nos travaux, quoi. C'est-à-dire que si les citoyens n'ont pas conscience de toutes ces histoires, de tout ce qu'on raconte, de tous ces phénomènes, de tous ces faits, ils auront du mal à bien savoir se positionner le moment venu, quand il s'agira de faire son devoir de citoyen. Absolument, ouais. Mais le point névralgique, pour moi, c'est ce que disait, je crois, Charles tout à l'heure, c'est le problème, c'est que quand on dénonce, on dérange. Ça dérange l'ordre établi. Et la difficulté, elle est là. C'est là où il faut vraiment travailler pour faire changer les choses, quoi. Enfin, c'est ce que je pense personnellement. Oui, tout à fait. Et il y a aussi, j'ai trouvé un autre fait qui m'est sauté enfin, qui m'est paru comme une immense évidence violente dans l'affaire de Riomont, c'est que tous ces gens-là qui sont super, je veux dire, qui prônent des valeurs d'héroïsme, de dépassement de soi, de sainteté mythologique, de croisade, de preux chevaliers, etc. Bon, ben, c'était un nid de pédocriminels, quoi. Ils ne l'étaient pas tous, mais quand même, moi, il y en a quand même 4 qui ont défrayé la chronique médiatique. Ça m'a choqué, quoi, dont le fondateur. En tout cas, ces gens-là n'ont jamais été condamnés définitivement, mais il y a eu de multiples accusations contre eux. Voilà, le fait qu'ils soient en plus pédocriminels, j'ai trouvé ça dingue. Et quand on voit des œuvres de l'esprit qui étaient un petit peu, comment dire, transgressives dans le cinéma ou la littérature, ou par exemple, je pense aux films, des films de Fellini, ou aux films de Salo de Pasolini, par exemple, où il présente des extrémistes ou des gens hyper conservateurs, mais qui sont complètement dévoyés, débauchés, voire incestueux, violents sur la sexualité. Quand ces films-là sortaient, on disait, oh là là, ce réalisateur est allé trop loin, il a poussé loin son propos et sa représentation d'une transgression. Mais quand on voit le film Salo, S-A-L-O, c'est le nom d'une ville là où étaient réfugiés les fascistes italiens à la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, le film Salo de Pasolini,
où il montre voilà, des extrémistes de droite, des gens qui sont très fascistes et qui sont voilà, dans la violence sexuelle par ailleurs. Bon, bah voilà, chez Riomont, on a ça, quoi. Comment c'est possible que voilà, un prêtre comme le père Alain, donc effectivement, qui a fait appel, mais qui a déjà été condamné à de la prison avec sursis pour de la consultation d'images pédopornographiques, il le nie pas. Il dit oui, oui, je les ai consultés, mais son argument, c'est de dire c'était pour une étude anthropologique. Bon, ok. Mais en tout cas, je veux dire, c'est que ces gens-là étaient des pédocriminels consultant des images pédopornographiques alors que ils prônent, ils enseignent aux gamins que la masturbation est interdite, que le fait de montrer un peu de nudité de son corps, de ne pas mettre des jupes qui cachent le genou pour les femmes voilà, de s'intéresser à une statue grecque, par exemple, tout ça, c'est des péchés, mais eux, ils font ça, quoi. Donc là, on a vraiment affaire à quelque chose de profondément, si on veut employer un vocabulaire théologique, on dirait diabolique. Ou si on veut employer un vocabulaire psychanalytique, on dirait pervers. Si on veut employer un vocabulaire peut-être plus... Voilà, tous ces gens-là sont d'immenses hypocrites, quoi. Immenses hypocrites. J'ai eu ça, moi. J'ai eu des prêtres comme ça, moi. J'ai su après qu'ils étaient pédocriminels et je m'étais déjà confessé à eux. J'ai eu ça, moi. Et moi, je voudrais vous remercier tous parce que merci Philippe et merci à vous tous pour ce que vous faites parce que je ne sais pas, Charles, dans ton cas, mais c'est très difficile d'oser parler. Et moi, j'ose vous parler parce que je sais que vous êtes là vraiment pour ça, que vous nous aidez à libérer la parole, etc. Et nous sommes en petit comité. Mais alors, avec tout ce que je porte, j'ai fini par prendre conscience au bout de 35 ans que j'étais sous emprise systémique, emprise paternelle, puis emprise de tout ce système tradit, de l'intérieur, vraiment bien à fond, avec viol psychologique, etc. Il y a pas eu... Je me dis, mais jamais je n'oserais parler. C'est trop tôt. C'est comme, je ne sais pas si c'était Rémi, je crois, vous disiez qu'on a peur de faire sauter quelque chose de trop gros. C'est exactement ça. Je me dis, si j'ose prendre la parole publiquement sur ma chaîne YouTube, ou qu'est-ce qui va m'arriver ? Ils sont trop puissants, quoi. On a peur. On a très peur de parler. Donc, si vous n'étiez pas là, heureusement que vous êtes là parce que déjà, on commence un petit peu à oser en parler, se dire, bon, d'accord, je ne suis pas anormale, ce n'est pas moi le problème. Et puis, on espère que petit à petit, ça va pousser. Je ne sais pas comment font les victimes pour oser prendre la parole, une Colline Berry, des gens comme ça, publiquement, alors que leur père est encore vivant. Je ne sais pas comment elles font, ces femmes-là. Ben, elles doivent être soutenues par d'autres proches. Et pour répondre rapidement hein, sur le fait d'oser en parler, j'aimerais te remercier aussi Rémi pour ça, du fait de juste d'en parler en fait, de pouvoir que même moi, je puisse m'identifier à quelqu'un qui a vécu quelque chose d'horrible, bah ça peut m'aider à m'activer un petit peu plus, à me remettre en mouvement dans ces souvenirs-là et de pouvoir en faire quelque chose. Et ça c'est précieux. Et ça fait vraiment partie de ces petites choses qui m'ont, moi, amené à pouvoir avoir un rétablissement aujourd'hui vis-à-vis de ça. Et merci. Et ça permet aussi de, vraiment factuellement, de faire juste bouger la honte de camp, quoi. Ouais. Littéralement, il y a des gens qui n'ont pas vécu ça, qui disent que c'est pas normal. Donc, en fait, peut-être que c'est pas normal. C'est tout. Ouais, c'est pas normal. C'est pas peut-être, c'est pas normal. Alors, merci beaucoup Rémi. Avec plaisir. Un dernier mot pour terminer, pour conclure, mais grand merci d'avoir passé tout ce temps pour faire le film, pour participer à cette réunion. Un dernier mot peut-être, le mot de la fin. Le mot de la fin, je sais pas, il y a eu 50 mots de la fin. C'est vrai. Que tout le monde se porte bien et que Eva touche de plus en plus de gens parce que c'est important d'avoir une réflexion là-dessus et vos papiers là dans Goliath sont vraiment source à réflexion très fort. Bon courage à vous, beaucoup de succès, bonne continuation et encore merci. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Pour cet échange. Au revoir. Au revoir. Au revoir.